Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne peut que tous nous passionner puisque nous allons parler des procès hors normes et tout particulièrement des dispositifs hors normes pour ces procès hors normes et dans un lieu majestueux qui est le palais de justice sur l'île de la Cité. Alors, tout le monde connaît à mémoire de ce procès des attentats du 13 novembre 2015 qui a débuté en septembre 2021. 20 accusés, 2700 parties civiles qui ont été assistés par plus de 250 avocats. C'est là qu'on peut voir l'aspect hors norme. Nous sommes allés jusqu'à 8000 parties civiles, par exemple, pour le procès du Mediator. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui avec mes trois invités. Alors, tout d'abord, Mourad Selimi, bonjour. Bonjour. Alors, Mourad, vous êtes chargé de mission, dossier réservé au secrétariat général. Oui. Général, bonjour. Bonjour. Donc, général, vous êtes général 2S, général Hugues Hornbeck, et vous êtes ex-commandant militaire du palais de justice de Paris. Et puis, Selim Larabi, bonjour. Bonjour. Et Selim, vous êtes chef de projet sûreté au service immobilier du secrétariat général. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir sur cette histoire et d'un point de vue organisationnel. Tout d'abord, Mourad, pourquoi le choix de ce lieu ? Eh bien, le choix de ce lieu s'est fait naturellement parce que au début, il y avait eu la perspective éventuellement d'aller sur des lieux extérieurs que nous aurions pu louer et équiper, mais cela posait un énorme problème de sûreté, ne serait-ce que sur la durée du procès. Un procès comme celui-là, avec la sensibilité qu'il a, nécessite un bouclage complet d'un quartier autour. Ouais. On ne peut pas se permettre de s'en approcher. Et boucler tout un quartier, par exemple, à un moment, il avait été question du Zénith, boucler tout le quartier du Zénith. Et pendant un an en plus. Et voilà. C'est tout l'aspect de préparation, un procès qui dure 10 mois par la suite, et après, enfin voilà, le temps de démonter tout cela, même si après on relève un peu le côté sécurité, mais c'eût été tout simplement une gageure. Et voilà, donc boucler un quartier, c'était très compliqué. Il fallait aussi une grande salle. Alors, ça aurait pu être le Zénith, comme vous l'avez dit, mais bon, ça ne convenait pas par rapport à... Non, en termes de sûreté, mais là, je pense que le général en parlerait plus facilement. Parce que... Mais donc, on est revenu naturellement au sein du palais. Il fallait tout de même qu'on ait une capacité d'accueil, alors avec malgré tout une contrainte, une capacité d'accueil pour accueillir un maximum de parties civiles, d'avocats et tout ce qu'il faut pour la tenue du procès, d'une part, et d'autre part, la contrainte du bâtiment dans lequel on avait un espace suffisamment grand qui, lui, avait des limites en termes de capacité d'accueil pour la sécurité incendie et pour d'autres choses. A été choisi donc l'endroit le plus propice, qui était la salle des pas perdus, historique, pour venir y établir cette structure qui d'ailleurs, qui au demeurant a beaucoup de particularités, ne serait-ce que sur sa façon dont elle est conçue et la façon dont elle repose sur la salle des pas perdus. Mais ça, on va y revenir effectivement. Est-ce que ce n'était pas non plus une volonté quelque part des parties civiles de se retrouver au cœur de Paris ? Alors, je ne sais pas si les parties civiles l'ont exprimé... Ou les parties en règle générale. S'ils l'ont exprimé vraiment comme cela, mais en tout cas, ça semblait beaucoup plus naturel. Et du point de vue de la sécurité à mettre en place et de la sûreté, là encore, je ne vais pas me substituer au général, mais c'était le plus naturel pour nous pour assurer le minimum de protection nécessaire à ce niveau-là. Très bien. Alors, général, effectivement, vous êtes... vous, le bâtisseur de la sécurité et de la sûreté au sein de ce dispositif qui a été mis en place de façon provisoire, on le rappelle, mais qui dure quand même depuis un petit moment maintenant. Justement, quand a débuté la construction ? Alors, les premières réunions, ce qui est très important, les premières réunions ont débuté en novembre 2019. Les premiers travaux ont, eux, commencé en janvier 2020 avec une interruption liée au Covid, puisque n'oublions pas que nous étions en plein Covid. Et finalement, les travaux ont réellement débuté
vers septembre 2020, avec Donc un an avant, avec à ce titre un exploit. Oui, on peut parler d'un exploit, c'est la construction de toute l'infrastructure, pas uniquement la salle, mais tout ce qui va autour, en un an. Ouais, alors on va le voir effectivement, c'est pas juste une salle, c'est bien plus que ça. Tout à fait. Quels étaient les enjeux de sûreté, sécurité? Alors, pour parler des enjeux, il faut déjà voir les contraintes. Les contraintes ont été assez simples, c'est qu'il fallait que la vie du palais continue. Puisqu'il y a certes un procès dont tout le monde relevait la dimension historique, mais il y avait tous les autres procès qui avaient lieu en même temps, qui devaient se dérouler. Pas uniquement, vous avez quand même cette salle qui repose sur la Conciergerie, un grand monument très visité de Paris. Et à côté, vous avez la Sainte-Chapelle, qui est le deuxième monument le plus visité de Paris. Et là également, il fallait que l'activité touristique continue de manière tout à fait normale, avec donc cette énorme difficulté de sécuriser au maximum l'ensemble du dispositif, je dirais par couche succincte, pour arriver au cœur qui était cette salle d'audience, qui était vraiment la partie la plus sécurisée de l'ensemble. Et il fallait également pouvoir imaginer la gestion des nombreux flux et publics qui étaient concernés par le procès dit du V13, eu égard à la date, vendredi 13, ou les autres publics qui devaient quand même être sécurisés au maximum puisqu'ils s'approchaient de ce centre, mais sans les empêcher de continuer les visites et autres activités. Donc c'était cette différenciation des divers flux et les divers niveaux de sûreté qu'il fallait mettre en place pour qu'à l'arrivée, tout le monde soit considéré comme étant particulièrement sûr. Ouais. Et on va revenir effectivement sur cette histoire de flux qui est essentielle, on le voit bien. J'aimerais que vous reveniez sur la partie box également, qui est hautement sécurisée, et le plus sécurisé, le plus grand d'Europe en fait. Exactement, donc le box fait 50 mètres carrés, c'est le plus grand box qui a été construit dans une salle d'audience. Et là encore, avoir un box sécurisé dans la salle d'audience, c'était une chose, mais le box, il fallait également y parvenir par un cheminement qui lui-même était sécurisé dans une infrastructure existante, contrainte. Et là encore, il fallait imaginer des choses qui n'existaient nulle part ailleurs, en l'espèce, alors que dans toutes les salles d'audience, on parvient par les sous-sols dans le box. Là, il était impossible, puisque je vous disais que la salle d'audience a été construite sur la Conciergerie. Donc, en fait, on a fait l'inverse. On parvient dans la salle d'audience par le dessus, de manière tout à fait indépendante, et par des couloirs et des cheminements entièrement sécurisés et isolés de toutes les autres parties du palais de justice. Très bien. Alors, Céline, je reviens vers vous. On l'a vu, hein, le général, effectivement, l'expliquait très bien. Vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'immobilier. Et comme l'expliquait le général, en 2020, voilà, on construit cette salle d'audience, mais pas que. Vous allez travailler main dans la main avec les différentes parties prenantes. Et en sus de cette salle d'audience, il faut aussi construire d'autres choses. Est-ce que vous pouvez revenir sur tous ces éléments qu'a évoqué en préambule le général? Tout à fait. Alors effectivement, ce qui est une des clés des enjeux, donc Lapige, qui est notre opérateur immobilier, notre maîtrise d'ouvrage, s'est occupé de la salle. Mais dès le début, et comme le dit à juste titre le général, il était vraiment très important de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table et d'avoir un discours qui était très constructif, sachant qu'on était sur des échéances qui arrivaient très rapidement. Donc il fallait que l'immobilier se mette en action très rapidement sur le suivi de la construction de cette salle, en prenant compte de tous les rapports et les audits, que ce soit de sûreté et d'autres, en prenant compte aussi que quand on accueille autant de populations, il va falloir retransmettre le procès aussi dans d'autres salles. Donc ça veut dire mettre en place en parallèle de la construction de cette salle, au travers d'un autre acteur qui est le BICHPAC, qui est un bureau de l'immobilier chez nous, les systèmes de retransmission vers toutes les autres salles, et en n'occultant pas aussi tout ce qui
et la gestion aussi de certains dispositifs, entre autres par exemple l'accueil, mais peut-être qu'on y reviendra, mais mettre en place un certain nombre de portiques et de bagages Scanner X. Oui, alors effectivement, le général va en reparler. L'infrastructure à dispo. Il y a cette salle d'audience, mais il y a aussi des locaux annexes, il y a aussi d'autres salles. Oui, tout à fait. Alors, il y a les autres salles, il y a eu la construction d'un PCS aussi dédié à cette salle-là et à toute l'organisation et le suivi du procès, puisqu'en fait, comme l'a dit le général, tous les autres procès doivent se tenir. Donc il y a déjà un PCS qui est en charge du suivi de cette organisation-là. Il était indispensable de construire un PCS dédié au procès V13 et qui puisse s'assurer de suivre tous ces sujets-là aussi à part, tout en étant sous le même état-major qu'est le commandement militaire. C'est ça, c'est ça. Donc salle d'audience, locaux annexes qu'on a évoqués, cellules d'attente également. Alors, tout à fait. Toute la partie cellules d'attente, donc, comme dit le général, donc ces cellules d'attente-là ont dû être construites en hauteur, de manière la plus dissimulée possible, avec une acoustique aussi qui fasse qu'on n'entende pas les gens hurler ou crier dans cette zone-là, puisque quand on rentre dans une salle d'audience, les premiers, c'est souvent la presse qui rentre. Donc, si commence à savoir où se trouvent les cellules qui doivent être dissimulées, donc c'est tout un jeu au niveau de l'architecture et de l'immobilier. Et c'est là où il faut prendre en compte la demande de tous les acteurs. Et puis enfin, tout ce qui est la partie machinerie. Oui, tout à fait. Donc ça, la partie machinerie, c'est aussi la partie Bichpac qui a géré un petit peu cet aspect-là, puisqu'en fait, il a fallu renforcer, donc mettre des dispositifs par balle sur les entrées, rajouter des bornes béliers. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir plusieurs acteurs de l'immobilier, parce que sinon, une entité ne peut pas tout gérer. Ouais. Mais également, pour la partie machinerie, ce qui était important, en plus, on sortait d'une crise sanitaire, le renouvellement de l'air à l'intérieur de la salle, avec tous les systèmes possibles pour le rendre, pour que ce soit bactéricide, il y avait quelques enjeux supplémentaires qui n'auraient pas eu lieu dans une période normale, on va dire. Tout à fait. Et il fallait y penser. Il fallait y penser, et puis donner à respirer de l'air frais à 1000 personnes. C'est pas comme si voilà. C'était assez impressionnant. Une dizaine de personnes. Nous sommes bien d'accord. Général, je reviens vers vous. Vous avez commencé à dévoiler un petit peu effectivement tout ce qui avait été mis en place. On a parlé des box. Vous avez parlé de cette gestion de flux qui a été essentielle, qui a pris, je pense, beaucoup de temps dans la réflexion et là encore un travail commun. On le voit bien dans l'immobilier, mais également sur cette partie sûreté-sécurité, bien la penser. C'est au travers de couloirs, notamment de portiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ? Donc il fallait identifier les divers publics qui pouvaient assister à ce procès. Il avait été décidé de ne donner accès à la salle d'audience principale que les avocats, aux avocats, aux parties civiles et bien évidemment les interprètes, les techniciens nécessaires au fonctionnement de la salle et les accusés. Je précise qu'il n'y avait pas que des accusés détenus, il y avait également des accusés libres. Ça veut dire que ces gens-là accèdent depuis l'extérieur dans cette salle. L'idée était de permettre l'accès dans cette salle par un seul endroit et de créer un couloir duquel ils ne pourraient jamais sortir jusqu'à ce qu'ils soient dans la salle pour avoir l'assurance au moment où ils rentrent et où ils sont inspectés, filtrés, comme dans un aéroport, avec des portiques, avec des détecteurs de traces d'explosifs, avec des bagages X, avec plus s'il le fallait, puisque nous avions également sur le cheminement inventé, grâce aux industriels, un portique de détection radiologique, puisque nous avons également pris en compte ce risque-là, le risque d'introduction d'une matière éventuellement radiologique. Et donc, les gens qui arrivent à ce moment-là dans la salle, nous avons l'assurance, alors on n'est jamais sûr à 100%, mais on s'en approche, que, effectivement, toutes ces personnes, identifiées en amont, puisqu'il s'agissait, je le répète, des avocats des parties civiles, ne représentaient pas un danger pour le déroulement du procès. Il ne faut jamais oublier que les personnes qui en veulent le plus à des accusés, ce sont les victimes. Donc je sais que ça peut heurter,
mais on contrôle les parties civiles comme n'importe qui. Vous aviez ensuite dans les autres salles, les salles de retransmission, tous les autres publics qui pouvaient assister. Sauf que là encore, il fallait qu'on fasse le tri. Il ne pouvait être question que dans la même salle, vous ayez des soutiens aux accusés et des soutiens aux victimes. Là, on était sûr d'avoir des difficultés. Vous aviez encore une autre salle qui était prévue pour les médias, la presse. Donc tous ces flux, il fallait les identifier et mettre en place des dispositifs de sécurité qui sont allés jusqu'à des portiques à ondes millimétriques pour s'assurer que les gens qui n'entrent n'avaient aucune arme, n'avaient aucun objet qui pouvait servir d'arme sur eux. Vous parlez des flux, mais ces flux vont au-delà. Et Céline m'a parlé de PCIS, donc de PC interservices. Nous étions dans ce PC au sein du palais de justice avec des gens de l'administration pénitentiaire, de la préfecture de police, des CRS. Pourquoi ? Parce que les accusés détenus venaient de 4 maisons d'arrêt différentes et qu'il fallait que nous nous accordions avec toutes les maisons d'arrêt pour déterminer un slot d'une demi-heure d'arrivée, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait aucune autre arrivée qui était possible à la maison d'arrêt. Tout était gelé pour ces gens-là. Donc, ces espèces de gestion de flux remontaient jusque dans les diverses maisons d'arrêt qui étaient Fleury, Fresnes, Nanterre. Moins que juste le bâtiment. Exactement, exactement. Ça a été effectivement un grand travail de coordination, non pas seulement propre à la gendarmerie, mais avec les acteurs avec lesquels nous avons vraiment bien coopéré. La préfecture de police, et en particulier la DOPC, mais également les gens qui font les extractions des personnes dangereuses de la police, les gens qui font les extractions dangereuses de l'administration pénitentiaire, le GIGN, et toutes ces personnes ont été coordonnées depuis le PCIS. Donc c'est vraiment coordination, travail commun, et bien évidemment, en amont, il faut que chacun puisse faire valoir ses impératifs et ses contraintes pour qu'elles puissent être prises en compte au moment de la construction et au moment de l'organisation. Alors on le voit bien, hein, cette coordination est essentielle. Réactivité et anticipation également, vous l'expliquiez en préparant l'émission, au niveau toujours de ce flux, hein, que la rapidité et l'agilité étaient essentielles, et ce jusqu'au poste de filtrage, puisque en plus, par moment, vous vous retrouviez avec 10 fois plus de personnes que la veille. Alors, déjà, il faut comprendre que ce procès, en gros, a valu 300 gendarmes supplémentaires juste pour la gestion de ce procès-là. Le déroulement d'un procès, un procès a une vie. Il y a des moments forts, il y a des moments moins forts, qu'on ne peut pas anticiper, pas forcément. Il y a certains moments forts qu'on peut anticiper, quand il y a eu notamment l'audition du président de la République, quand il y a eu l'audition de M. Molins, quand il y a eu l'audition de M. Cazeneuve. Mais des fois, pour une raison qui vous échappe, vous avez une affluence, vous avez un jour d'audience que vous n'aviez pas anticipé. Et effectivement, à ce moment-là, il ne peut être question de faire stagner des gens à l'extérieur du palais et y constituerait une cible. Il faut à ce moment-là activer un maximum de postes d'inspection filtrage. Nous en avions 12 sur l'accès. Et c'est pour ça qu'il fallait en permanence avoir une réserve d'intervention suffisante pour que le matin, quand vous arrivez, vous voyez les gens qui commencent à venir et vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi cette journée? C'est comme ça. Vous armez effectivement très rapidement. À l'inverse, il faut faire de l'économie de personnel parce que le procès, il était prévu au départ pour durer jusqu'à fin avril. Il a duré jusqu'à fin juin. Les journées étaient très longues. Là aussi, une petite précision. Ce procès avait la particularité de débuter à 12h30. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne pouvait être envisagé de faire sortir toutes les personnes pour le temps du déjeuner, puis de nouveau recommencer toute cette opération de flux. On les laissait déjeuner avant exactement. Donc c'était des journées très très longues et il fallait effectivement pouvoir jouer avec des réserves d'intervention, des relèves sur place et on ne pouvait pas toujours forcément les anticiper à juste titre. Donc effectivement, il y avait souvent des réserves d'intervention qui étaient injectées comme ça. Oui. Merci beaucoup, Général. Alors, je me tourne vers vous, Mourad. Avant que vous ne preniez la parole sur cette partie technologique, puisqu'il a fallu aussi toute cette partie technologique au niveau IoT et domotique, on va regarder un petit film de 2 minutes. La salle d'audience éphémère construite dans la salle des pas perdus du palais de justice est équipée d'un système de captation audio et vidéo.
Un ensemble de 8 caméras et la possibilité de diffuser les pièces dématérialisées lors de l'audience permettront la réalisation d'un programme vidéo complet qui sera diffusé dans les moniteurs situés au fond de la salle, mais aussi dans les salles annexes du palais de justice. Ce programme vidéo sera encodé en norme NDI sur le réseau sécurisé multimédia du palais de justice. Les salles annexes équipées et autorisées pourront ainsi diffuser le programme vidéo en direct. En parallèle, un programme web radio composé du son de la salle d'audience et d'un carton d'information sera produit par la régie. Les différents flux produits par la régie sont le programme complet vidéo et audio original en version française. Ce programme vidéo sera retransmis en direct dans les salles annexes et les moniteurs au fond de la salle. Le programme web radio et audio original version française. Il sera composé d'un carton d'informations sur le type d'intervenant, témoin, magistrat, défense et du son audio original version française. Ce programme web radio sera retransmis en différé en webcast après la validation du président. La régie principale est composée d'un poste de travail de réalisation. Le mélangeur vidéo permettra d'effectuer la captation avec les différentes caméras, les pièces dématérialisées du procès et les visioconférences. Une tablette tactile ainsi qu'un joystick assureront le pilotage de la lumière, des caméras ou encore de l'ouverture des micros. Le son sera géré par une table de mixage. Un deuxième mélangeur aura en charge la fabrication du flux web radio ainsi que de la diffusion dans les salles annexes. Les signaux de certaines caméras seront laissés en attente pour permettre à une régie extérieure de pouvoir enregistrer les audiences afin d'archives pour les procès historiques. Un espace de travail dans la régie sera aussi réservé à cet effet. Un ou deux boutons d'appel seront intégrés à la tablette du président. Ceux-ci ont pour but de renseigner la temporalité de l'incident. À chaque incident d'audience, une information visuelle sera transmise sur la tablette du greffier et du technicien en charge de la web radio. L'information horaire sera notée afin de pouvoir remonter le média web radio et enlever le passage non désiré du président. Alors voilà, on vient de voir ce film qui a été réalisé d'ailleurs par vos soins avec Célim, qui est magnifique, qui explique très bien toute cette partie domotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au départ comment ça a été pensé et ce que vous avez mis en place? Alors, on a essayé de mettre en place, de répondre en fin de compte à un procès de cette dimension, puisque là on est vraiment dans les procès hors normes, nécessitait que l'on puisse... Il y a un droit qui est incontestable, c'est le droit aux parties d'assister à leur procès, donc il fallait que tout le monde puisse y assister. Pour y assister, malgré la construction de cette salle hors norme, qui, je le rappelle, est la plus grande salle d'audience d'Europe et la deuxième plus grande au monde, eh bien malgré cela, on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Donc a été prise la décision de rediffuser en direct les débats dans d'autres salles. Ce qui signifiait construire tout un réseau dédié à cela, sécurisé, et surtout, au vu de la gravité des faits, de la médiatisation de ce procès, avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc ça, c'est le premier travail, la retransmission dans les autres salles. Mais cela n'était pas suffisant vu le nombre de parties civiles. Il a été aussi décidé de mettre en place une web TV qui s'est transformée en web radio parce que les textes ne nous permettent pas actuellement en France de diffuser de l'image, mais on pouvait diffuser la partie sonore. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une modification de la loi
dossier dont s'est chargée la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère. Nous, pendant ce temps-là, on a travaillé sur l'élaboration technique de cette web TV, web radio, puisque c'est un seul et même produit. En réalité, c'est une web TV, puisque l'on diffuse une image qui est fixe, mais avec tout de même une partie mobile qui sont les cartons de prise de parole. Savoir si c'est l'avocat qui a la parole, le président, un des détenus. Enfin, il faut que les gens qui écoutent puissent avoir un repère pour savoir qui a pris la parole. Donc, a été décidé cela. Mais en plus de cela, nous nous étions dit, bon, tant qu'à faire, on va aller sur les dernières technologies de pointe. Donc, un choix sur la technologie de retransmission et de captation a été fait, où on s'est porté vers ce qui aujourd'hui est en train de se généraliser partout. Mais à l'époque, nous étions le plus gros site national. On s'est dirigé sur la technologie du NDI que nous utilisons ici ce soir également, puisque l'Agora est entièrement en NDI. Ça, c'était une première chose. Et puis, pour la partie de la web TV, web radio, on a décidé, parce que nous sommes producteurs et réalisateurs et producteurs du contenu, il nous fallait, parce que là, ce n'est pas notre métier, quelqu'un capable de nous proposer un contenant et d'avoir les capacités réseau nécessaires pour pouvoir le diffuser jusqu'à 10 000 personnes en simultané. Sur plusieurs sites en même temps. Sur plusieurs sites. Alors, pas seulement, même au domicile. Même au domicile. Pour que pour les gens, personnes qui... Voilà, pour les gens qui ne pouvaient pas éventuellement être là pendant 10 mois, tous les jours, de pouvoir tout de même assister au débat, même si c'est sous forme audio, mais de là où ils se trouvaient. Donc, a été décidé cela. De la même façon, il y avait un défi technologique parce que une telle machinerie aurait nécessité énormément de personnel, tant en audiovisuel, en préparation, etc. Donc, on s'est dirigé automatiquement vers aussi des outils de domotique. Et là, je dirais, là-dessus, on peut remercier. On s'est toujours fait accompagner, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, que ce soit la construction du tribunal judiciaire et tout, d'une personne. Alors, je ne sais pas si je peux en dire le nom, mais donc je vais le terme, mais qui était notre AMO en la matière, qui est quelqu'un absolument d'extraordinaire, avec lequel on construit absolument tout le projet, avec Célim, l'équipe audiovisuelle du Palais. On fait participer aussi bien le commandement militaire, la magistrature, le greffe. Tout le monde vient nous donner des idées, et grâce à ça, on élabore un cahier de charge fonctionnel qui va nous permettre derrière d'apporter des réponses, et ces réponses par un outil domotique. Il faut savoir que c'est la seule salle dont le pilotage peut se faire. Le président a une tablette, tout simplement, c'est un iPad. Hein. C'est impressionnant, ouais. Juste avec une tablette, en fait. Juste avec sa tablette, il peut piloter l'ensemble des caméras, l'ouverture et la fermeture de toute la forêt de micros. On atteint tout de même 57 micros qu'il faut gérer. Les éclairages d'ambiance, l'ouverture, la fermeture des écrans, la diffusion, la non-diffusion de tout type de documents. Donc, tout est pilotable. Tout est pilotable, la climatisation, absolument tout. Ouais. J'aimerais, s'il vous plaît, Mourad, que vous reveniez sur 2 points plus précisément. C'est passionnant, ce que vous dites, c'est vraiment passionnant. Mais, pareil, en préparant l'émission, on a parlé de connexion robuste. Et c'est vrai que c'est quand même important par rapport à la cyber aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet forcément que vous avez pris en considération. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ? Alors, sans pour autant trahir certaines choses on est d'accord. Parce que, comme vous le savez, on a encore quelques procès à venir, donc on ne va pas tout dire. Mais effectivement, bon, je vais vous donner des chiffres qui vont être suffisamment éloquents. À l'intérieur du Palais, nous avons tiré pour cette opération-là 20 km de fibres pour relier l'ensemble des salles à destination, de ces retransmissions, avec un réseau différencié du réseau de sûreté et du réseau informatique pour éviter tout mélange de genres et des possibilités qui, en passant par un autre réseau, on puisse s'attaquer au nôtre, parce que, bien évidemment, capter les images qui étaient retransmises dans les salles. Par contre, dans les salles, on retransmet les images. Et se les retrouver sur un réseau social, c'eût été calamiteux pour le procès. Mais calamiteux. Donc, il n'était pas question qu'on puisse permettre un jump quelconque, ce qu'on appelle un jump dans notre jargon, à
des pirates de venir soit capter les images, capter le son. Une encryption totale, bien entendu, du chiffrement total de bout en bout. Donc on a mis en place certaines choses. Là, par contre, bien sûr, je n'irai pas dans les détails. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, on a compris, mais c'était important de le préciser. C'était très très important de le faire. Comme vous l'avez dit également, pas de latence. Ça, c'est un super challenge que vous vous êtes vous-même... voilà, mais qui était important et on comprend pourquoi. Et puis aussi une innovation avec cet émargement, ce logiciel d'émargement. Oui, parce qu'il n'existait pas aujourd'hui. Vous savez, les gens émargent, les parties civiles viennent, les avocats, et font l'objet de défraiements pour leur journée de travail, pour leurs frais de déplacement, pour tout un tas de choses. Et en général, on a quelques parties civiles, quelques dizaines maximum, donc ça peut se gérer au niveau d'un greffe avec un outil tableur classique. Là, quand vous avez des quantités pareilles, je dirais, de parties civiles, un nombre aussi important de parties civiles, qui en plus ont la contrainte de pouvoir rentrer, on n'a pas toute la journée pour les faire émarger. Il faut qu'à leur arrivée, on puisse les faire émarger, à leur sortie également. Et vous avez 2500 ou 3000 personnes à passer avant le début de l'audience et en fin d'audience, leur permettre aussi de ne pas attendre, d'avoir des files d'attente de 2 heures pour pouvoir émarger. Il faut aussi qu'on pense au confort de ces gens-là, surtout qu'ils viennent là, revivent. Alors là, en l'occurrence, on est sur une circonstance qui sont des attentats où les gens ont été soit eux-mêmes, soit leurs proches, enfin, je veux dire, vraiment atteintes, et des victimes très lourdes. On ne va pas en plus du côté... voilà, parce que la tenue du procès, déjà, est pas... Même si elle peut leur apporter beaucoup, et on voit d'ailleurs comment s'est terminé ce procès, d'une façon... Personne ne s'y attendait, d'ailleurs, puisqu'on termine avec un non-appel. Il n'y a pas eu d'appel, donc ça veut dire que tant les victimes que les auteurs des faits ont compris les sentences et les ont acceptées comme telles, pour les uns en réparation, pour les autres, je dirais, en punition. Mais, alors, pour que tout ceci fonctionne, puisque ça a quand même très bien fonctionné, et bravo à vous, messieurs, vous avez mis en place une marche à blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marche à blanc ? Là, je vais peut-être laisser la main à Célim. Allez. Qui vraiment est le maître des marches à blanc. Alors, voilà, la marche à blanc, c'est quelque chose de français, donc cocorico. La petite information, c'est qu'on a été visité par des confrères européens qui sont venus se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de marche à blanc là ?» Voilà. Le principe de la marche à blanc, c'est de se dire, sur un procès qui dure 10 mois, déjà dans le monde judiciaire, c'est un marathon. Oui. C'est un marathon. Pour que vous ayez un ordre d'idée, le procès janvier 2015, donc les attentats Charlie Hebdo et Hyper Cacher, c'est un procès qui a duré 4 mois et qui a été interrompu avec des stop and go du Covid. Donc 10 mois, c'est un vrai marathon, c'est un vrai challenge. Quand on pense qu'on est prêt, la vraie question qu'on aime se poser, je pense avec le général et Mourad, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt ? Donc est-ce qu'on est capable de se mettre au feu et de se dire, on va faire venir 100 personnes, une centaine de figurants, on va donner un rôle à chacun, et on va se challenger jusqu'au bout à 10 jours du procès. Alors, c'est une prise de risque, très claire, mais nous, c'est une prise de risque qu'on a décidé de prendre ensemble et qu'on a décidé d'assumer. Donc, on a convaincu tous les acteurs du procès qu'il était impossible de ne pas faire une marche à blanc sur ce démarrage de procès. Et in fine, en fait, la marche à blanc nous aide aussi à vraiment affiner, parce que là, sur ces procès hors normes, il faut aller jusqu'au fond du détail, d'accord ? Donc on rentre dans l'épaisseur du trait. Et alors, la petite surprise, c'est qu'on est très peu de personnes à savoir, mais on va se mettre un petit peu, excusez-moi du terme, des peaux de banane. C'est ça, vous allez vous piéger. On va se piéger, voilà. On va tous se challenger. On va tous se challenger et alors il y a un avocat qui va essayer de passer peut-être quelque chose à un détenu. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire rentrer quelque chose de contendant. Il y a quelqu'un qui va challenger les SIAP en simulant un malaise en plein milieu d'une circulation. Voilà, donc vraiment, on va jusqu'au bout de l'exercice.
Et on se challenge jusqu'au bout, on se chronomètre, on s'observe, et après, on se remet en question et on continue à avancer pour le jour J être prêt. Et je pense que le jour J, nous étions plus ou moins rodés. Puis après, il y a un aspect psychologique qui est tout bête. C'est qu'en fait, on a vécu déjà indirectement la première journée du procès. Parce que quand on a 100 personnes, on a de quoi mettre des gens dans les salles de retransmission, on a de quoi avoir des gens qui vont faire des malaises, etc. Quelqu'un qui va prendre une photo en plein milieu de la salle. Donc du coup, il y a aussi un ascendant psychologique qui est très intéressant. Moins de stress, ça veut dire moins de stress et déjà se dire peut-être que s'il arrive ça, on sait comment on réagit et en combien de temps. Écoutez, c'est magnifique. Et puis, comme vous l'avez dit, la Belgique est venue vous voir, les Pays-Bas également, ce qui montre que, comme vous l'avez dit, Céline, le cocorico, on peut haut et fier le cantonner, le chantonner, pardon. En tout cas, bravo. Général, nous arrivons à la dernière partie de cette émission. On va aller très vite parce que c'est passionnant et le temps tourne. Voilà. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le sujet humain. Lorsqu'on a évoqué, et lorsqu'on a préparé l'émission, vous avez parlé de l'aspect formation, qui est assez intéressant également. Et vous avez parlé de la formation de l'ENAC. Expliquez-nous. Donc, on a décidé de mettre en place toute une série d'équipements de sûreté pour assurer la sûreté des personnes aux accès. Ces équipements, ici simplement sur une base réglementaire qui le permet, parce que là également il y avait des sujets. Ces équipements doivent être mis en œuvre par des personnes, et là en l'occurrence c'était des gendarmes. Et à l'inverse des aéroports, où les agents de sûreté ont des formations dédiées, il n'en existait pas, et il fallait le mettre en place dans un lieu qui n'est pas régi par un code particulier. En l'occurrence, c'est un lieu public. Et donc, il fallait qu'on forme des gens, et on a monté, avec l'ENAC, qui est certainement la meilleure école pour ça, une formation spécifique pour les gendarmes qui allaient armer les divers équipements de sûreté qui sont les mêmes que ceux qui sont dans les aéroports. Donc c'était ça le rapprochement. Vous le rappelez souvent au niveau de l'aéroport, et on voit que c'est finalement quelque part vous vous êtes servi de ce modèle. Tout à fait, qui est très très bien, mais qui est, je dirais, beaucoup plus simple, puisque quand vous prenez un avion, tout le monde passe les mêmes contrôles et c'est réglé. Alors que là, comme je vous l'ai expliqué, selon le flux, le contrôle n'était pas le même. Voilà. C'est en ça que la formation a été spécifiquement montée par les formateurs de l'ENAC, et les gendarmes ont été formés sur cette base-là. Très bien. Mourad, toujours sur la partie humaine, vous nous expliquiez également que la gestion et la relation avec les parties civiles, mais également avec la presse, parfois, c'est du doigté, c'est de la finesse. Oui, ça nous oblige, je dirais, à avoir un esprit à géométrie variable en fonction. Tous les jours ne se ressemblent pas. L'état nerveux des gens n'est pas constant. Il évolue et on se doit d'évoluer aussi, c'est-à-dire de les accueillir du mieux possible. Alors, sur V13, on avait vraiment une équipe très, très rodée. Là-dessus, je tiens quand même aussi à remercier une association qui est... L'association d'aide aux victimes. Voilà, de Paris, qui est présidée par Carole Damiani, pour tout le travail qu'ils ont fait, justement, parce que quand il fallait faire redescendre la pression, calmer quelqu'un qui pouvait être en crise, qui pouvait faire une crise de stress, un malaise et des choses... Enfin, tout ce qui peut arriver, j'avoue qu'ils étaient très, très utiles. Et la relation que l'on a avec les parties civiles, parce qu'au bout d'un certain temps, alors au début, non, les parties civiles, vous faites partie un peu du personnel du tribunal, ils n'osent pas trop vous approcher, et puis petit à petit, ça dure 10 mois. On vit ensemble pendant 10 mois. Donc les gens finissent par vous identifier, vous saluent, s'approchent, vous parlent de leurs problèmes. La presse également, mais je dirais en règle générale... C'est comme un petit village, finalement. Ça devient comme un petit village, mais qui a aussi ses sauts d'humeur, qui a aussi, en fonction de la durée, une certaine nervosité qui peut monter à certains moments, etc. Et là, il faut savoir conserver son flegme et son tact, pouvoir s'adapter à toutes ces situations-là. Mais c'était le cas aussi, j'en prends un témoin, le général, Hugues
pour tous les gendarmes, pour tous les effectifs de la gendarmerie qui étaient là pour la sûreté. Cette adaptation est nécessaire aussi, tout comme sur les capacités d'accueil, à l'accueil. Déjà au premier accueil, c'est de mettre les gens le plus à l'aise possible, même si on doit les fouiller, même si on doit les soumettre à des règles très strictes. Mais c'est d'essayer de le faire... D'être le plus humain. D'être le plus humain possible. Et puis surtout prendre en compte qu'on a des gens, notamment lorsque l'on parle des parties civiles, qui ont été victimes soit eux-mêmes, soit des proches à eux, et qui là revivent tous ces moments-là. Et c'est pas toujours évident. Là, je ne vais pas parler de V13, mais par exemple sur le procès de Nice, un président d'association, au demeurant, qui a essayé de faire son travail, mais qui, je pense, a été fortement atteint. Le gérer tous les jours n'était pas tout le temps évident. Mais parfois, voilà. Ça a dû être très compliqué. Oui. En tout cas, bravo à vous, parce que vous apportez et vous présentez ceci alors qu'on le voit bien, hein, c'est aussi beaucoup d'émotions durant ces périodes, mais bien vous devez essayer vous-même d'occulter ceci pour que tout se passe le mieux possible. En tout cas, bravo à tous les trois. Vous montrez aujourd'hui un très bel exemple à la fois de coopération et d'inventivité, d'innovation sur un dispositif qui a prouvé que c'était le meilleur, le leader, et d'ailleurs, dans le cadre d'un appel à projet européen, il est considéré comme exemplaire et le leader. Tout à fait. Il y a actuellement un appel à projet européen sur une web TV, vraiment pour la diffusion aux parties civiles des procès, alors pas forcément uniquement des grands procès, mais de tout type de procès. Et bien effectivement, la France est la plus avancée en la matière. J'en veux pour preuve. Les Belges qui avaient besoin de cela dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles ont adopté notre système et notre prestataire pour pouvoir bénéficier du même système. Et aujourd'hui, cet appel à projet européen est à destination, d'une part, de fournir un outil à l'ensemble des 27 membres de l'UE, mais aussi pour répondre à cette nouvelle réglementation qui va arriver, qui va très certainement nous permettre de diffuser les images. C'est vous qui avez fait le premier pas et qui avez prouvé qu'il y avait un dispositif exemplaire à prendre. Exactement. Et la France est leader en la matière. Les autres pays se raccrochent à nous dans le cadre de cet appel à projet. Bravo. Et on en est très fiers. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission sur Agora Manager TV. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.